merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. La personnalité que nous recevons cette semaine a, comme on dit, fait son trou au Parlement européen. Depuis 6 ans, elle partage sa vie entre Saint-Malo, Strasbourg et Bruxelles. Elle s'est spécialisée sur les questions budgétaires et le dossier de la pêche. En novembre dernier, elle a dit bye-bye au Parti socialiste après 35 années de militantisme. Aujourd'hui, elle roule pour Benoît Hamon et son mouvement Génération qui souhaite incarner une nouvelle gauche. Isabelle Thomas va nous rejoindre dans quelques instants. Avant cela, regardons son portrait confidence sur 1 minute. A tout de suite. Voilà le portrait de confidence. Bonjour Isabelle Thomas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur une disparition. On a appris dimanche dernier le décès d'Alain Devaquet, universitaire, ministre de l'Enseignement supérieur sous le gouvernement Chirac en 1986. Il a été un peu à l'origine de votre engagement politique. Un peu grâce à lui, vous êtes devenu, on va dire, vous avez eu un statut national, on va dire. Absolument. Bien sûr, je rends hommage à la mémoire du personnage à la fois. Vous avez écrit un tweet plutôt bienveillant. Oui, plutôt bienveillant. Cependant, ça n'empêche pas qu'il a défendu un projet de loi qui était inique, injuste, puisqu'il prévoyait de sélectionner les lycéens à l'entrée de l'université et puis de les sélectionner encore ensuite à l'entrée de la licence. L'histoire lui donne raison. Pas du tout, l'histoire ne lui donne pas raison. Ceci donne tort au gouvernement qui essaye de refaire la même chose 30 ans après. Qui a commencé d'ailleurs à faire la même chose, mais ça gronde quand même un peu dans les universités. Alors justement, cette semaine a été lancé Parcoursup, qui remplace le système APB, admission post-bac, qui a été un échec patent à la rentrée dernière. Voilà le fait que les facs mettent entre guillemets des attendus, essayent de dire aux futurs étudiants, attention, il faudrait être plutôt bon dans cette matière-là, plutôt correct dans cette matière-là. Ça vous choque ? Ah oui, beaucoup, parce qu'en fait, de quoi s'agit-il ? La différence par rapport au projet Devaquet de 86, c'est qu'on est encore plus opaque sur les modes de sélection. C'est-à-dire ce qu'on appelle, alors avec un langage technocratique encore plus incompréhensible, on parle de prérequis, d'attendus, personne ne sait ce que c'est, sauf que quand on regarde un peu les choses dans le détail, justement, on aura beaucoup d'arbitraire. Parce que, par exemple, si on fait passer un grand oral, comme il en est question, ou si dans certaines universités disent moi je veux des élèves qui font du sport, moi je veux des élèves qui font 3 langues, moi je veux... La sélection se fait par l'échec aujourd'hui. Mais la sélection se fait par l'échec parce qu'il n'y a pas les moyens de faire autrement. Et je connais plein de jeunes, plein d'étudiants, y compris de ma génération jusqu'à aujourd'hui, qui ont raté leur première année et qui après se sont éclatés et révélés. Vous savez, on parle de jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Qui ne sont pas encore tout à fait finis, si je puis dire, du point de vue de leur maturité d'adulte. Donc, il faut leur laisser un peu de temps. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne met pas de moyens. Et qu'en réalité, la sélection, quand on regarde ce qu'il y a derrière, c'est toujours un manque de moyens, c'est toujours la question de la rigueur budgétaire. Rapidement, un mot sur le rapport Mathiot, sur la réforme du bac, qui propose un grand oral, le contrôle continu. À qui ça bénéficie, le grand oral ? À ceux qui ont des familles très cultivées, des familles où on peut lire. 15% de la note finale. Non, mais quand même c'est pas juste que ce soit ce type de sélection qui soit... D'ailleurs, c'est pas juste la sélection. On parle beaucoup de liberté. On nous dit liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est de pouvoir quand même choisir quelles seront les études qu'on va faire pour pouvoir vivre ensuite avec ça toute sa vie. C'est quand même énorme. Allez, on va poursuivre l'émission. On va aller devant l'écran de Dimanche en politique. Vous me suivez ? On va parler de l'actualité, de votre actualité, bien sûr. Et on va commencer par ce divorce prononcé en novembre dernier. Divorce avec le Parti socialiste après 35 années de vie commune. Vous avez rendu votre carte. Vous avez fait un constat amer. On va lire une de vos déclarations. Le PS n'est plus l'outil pertinent. Le PS ne parle plus à personne.
C'est un peu votre échec aussi, non? C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure dans votre petit questionnaire. C'est-à-dire que ma plus grande erreur, c'est d'avoir cru qu'on pourrait le changer et qu'on pourrait améliorer les choses. Et que j'y ai longtemps cru. J'y ai longtemps cru et donc j'y ai longtemps participé. Et puis à un moment donné, je crois que le dernier quinquennat, ça a été... Et c'est l'échec de Benoît Hamon aussi, qui représentait le Parti socialiste à la présidentielle, qui n'a fait que 6%. Oui, il n'a pas su incarner l'idée socialiste. En réalité, il ne représentait pas vraiment le Parti socialiste tel qu'il avait été. Il allait comme ça pour... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il avait d'abord été désigné par des sympathisants de gauche, beaucoup plus larges que le Parti socialiste. Mais celui qui représentait la politique des socialistes dans les 5 dernières années, c'était Manuel Valls, clairement. Benoît, justement, représentait une alternative. Et c'est ce que j'allais dire. Je pense que, à la fois, c'est vrai, j'ai été déçue, c'est un des éléments de ma rupture, mais aussi... J'ai cru et je crois et je suis vraiment engagée dans les propositions qu'a fait Benoît Hamon pendant la période des présidentielles, notamment la perspective écologique, notamment la question... On va en parler justement. Voilà. Un mot justement sur le mouvement Génération. Donc il y a eu un congrès fondateur en décembre dernier au Mans. Oui. Aujourd'hui, voilà, les chiffres vont apparaître. Le mouvement Génération, ce sont à peu près 50 000 adhérents et 5 500 comités locaux. C'est à peu près ça. À peu près ça. Voilà, donc c'est un mouvement qui est en train de naître. En Bretagne, il y a beaucoup de comités locaux. La graine prend. Mais la graine prend. Ouais. On voit presque toutes les semaines dans Ouest France des comités se créer. Et même parfois, on se crée sans le dire. On a fait un comité qui se réunit depuis 3 mois, mais on n'a pas encore fait de réunion publique. Donc oui, ça prend, bien sûr. Alors, je voudrais revenir sur une phrase justement de Benoît Hamon, sur ses intentions. Il a dit notamment « Je veux fissurer les institutions de la Ve République ». C'est-à-dire que, d'ailleurs, personnellement, je le vois au quotidien en Europe, au Parlement européen. C'est-à-dire que la France, c'est le dernier dinosaure des institutions complètement verticales. Partout ailleurs, on a des régimes parlementaires où on n'a pas comme ça d'homme providentiel, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader. Angela Merkel est leader du gouvernement allemand, incontestablement, et tout le monde le sait au niveau de l'Europe. Pour autant, cette verticalité, cette espèce de président de la République qui décide pour tout le monde... Il y a un chef aujourd'hui à la Génération, c'est Benoît Hamon, non ? Il y a un chef, mais on essaye de construire, justement. Il y a un porte-parole, on va dire, il y en a même 3 en réalité. Mais on essaye de construire quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on a écrit dans notre charte. Alors, évidemment, on en est au début, on essaye d'inventer des modes de démocratie horizontale. C'est à la mode, hein. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit. Regardez La République En Marche, c'est pas un modèle non plus de démocratie. C'est pas un modèle, mais ça je le savais que ça serait pas un modèle. Alors, on va essayer de faire mieux. Alors justement, votre espace politique aujourd'hui, coincé entre Emmanuel Macron et le Parti Socialiste qui essaye de se réveiller, et surtout Jean-Luc Mélenchon, c'est lui aujourd'hui qui incarne l'alternative à gauche, qui incarne l'opposition. Mais vous savez, la question, c'est pas, on n'est pas en marketing, hein, et on n'est pas en... Non, mais la politique, ça s'incarne. Oui, mais on n'est pas... Attendez, mais elle est incarnée, je pense qu'on l'incarne, notamment à travers Benoît Hamon, mais surtout, c'est pas une question de marketing. Nous, ce qu'on pense, c'est que le monde a changé entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Le monde change profondément. Les questions écologiques, les questions de mutation du travail, notamment par le numérique, par la robotique, tout ça est en train de... Oui, et regardez ce dernier sondage, 62% des Français estiment que le clivage droite-gauche est dépassé. Oui, parce que pourquoi ils disent qu'il est... Ils ont raison d'un certain point de vue de dire qu'il est dépassé, tel qu'il est proposé aux Français. Mais parce que justement, quelle était la différence entre le gouvernement de Manuel Valls et le gouvernement d'Édouard Philippe aujourd'hui, finalement, sur les orientations? Il n'y en a pas. Donc, si on dit aux gens, regardez, ça c'était la gauche, ça c'est la droite, les gens vont dire, ce clivage est dépassé. Mais parce que la question n'est pas de savoir, la question, elle est sur les contenus. Elle n'est pas sur la manière le marketing. Le positionnement. Prochaine échéance électorale, les européennes, liste commune, campagne commune avec l'ancien ministre de l'économie grec, Varoufakis. Oui, attendez quand même, parce que d'abord, ce mouvement qui est tout jeune, on a voté une charte au mois de décembre. Vous pensez au municipal aussi, non ? Non, mais bien sûr que si on porte des idées, on pense pouvoir les porter à un moment donné devant les élections. Mais pour l'instant, tout ça n'a pas été ni validé, ni précisé par le mouvement. Donc on en est vraiment au tout début. Allez, on va passer à la question qui pique, la question qui gratte. Elle concerne cette semaine le dossier de Notre-Dame-de-Landes. Le gouvernement a tranché, le projet est abandonné. Mais voici quand même une question qu'avait envie de vous poser un élu breton. Il s'agit du maire de Vannes,
Les Républicains, David Robault. On lit sa question. Conseiller régional entre 2004 et 2015, vous avez soutenu avec Jean-Yves Le Drian la constitution d'un syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, donc pour Notre-Dame-des-Landes. Je m'étonne aujourd'hui de votre joie à l'annonce de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes qui pénalisera durablement la Bretagne. Pouvez-vous clarifier votre position rapidement? Le maire de Vannes est assez mal renseigné. Bon. En fait, au tout début, je n'avais pas de position sur Notre-Dame-des-Landes quand je suis arrivée au Conseil régional. Et puis les doutes ont commencé à augmenter au fur et à mesure que j'appréhendais le dossier. Et j'ai pris position en fait en 2009, je crois que c'était à une réunion publique à Bain-de-Bretagne, organisée par une association de Bain-de-Bretagne, où clairement j'ai dit je pense que ce projet doit être abandonné. Donc, mais c'est vrai que ça a été un processus... Projet abandonné après 179 décisions de justice, après l'accord de la population locale via un référendum et après une promesse de campagne du futur chef de l'État. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la parole publique et de l'état de droit aujourd'hui? Écoutez, déjà, il faut... premièrement, le projet... Oui, le message qui est envoyé. Oui, j'entends bien. Mais il faut regarder tous les paramètres, pas en donner que certains et oublier les autres. C'est un projet qui date de 50 ans, qui avait été fait pour faire atterrir le Concorde. Enfin, on voit bien que tout ça est complètement obsolète. Même s'il a évolué. Même s'il a évolué. Aujourd'hui, les exigences environnementales ne sont plus les mêmes. Et c'est ce que je dis tout à l'heure. Et le plan B, il existe vraiment, le plan B? Et le plan B, il faut le construire, le plan B. Voilà. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Parce qu'un des points qui me gênait, outre les questions environnementales dans ce projet, c'était le côté gigantisme. C'est fini les projets du gigantisme maintenant. Les exigences ne sont plus les mêmes. Et le Grand Ouest va se désenclaver avec des petites structures. Et le Grand Ouest, la Bretagne, comment elle est construite, la Bretagne? Par des villes moyennes, par des infrastructures pour tous. Je va aller dans le monde aussi. Je parle de la Bretagne. Ce n'est pas le village gaulois. Si on avait eu un énorme géant à Notre-Dame-des-Landes, que serait-il advenu de l'aéroport de Rennes, de l'aéroport de Lorient, par exemple? Alors que là, on redonne des petites pas petites, mais des infrastructures moyennes qui sont bien maillées sur le territoire. Des structures à taille humaine. Je pense que exactement. Allez, on va continuer à commenter l'actualité avec notre petite séquence J'aime ou j'aime pas. Je vous demande des réponses très rapides. On a perdu un peu de temps. Alors, première question, J'aime ou j'aime pas la proposition d'un rapport parlementaire d'alléger les sanctions pour les fumeurs de cannabis, puisque la peine de prison d'1 an actuellement en cours serait remplacée par une simple amende. J'aime. Pourquoi? Je réponds que j'aime, parce que je pense qu'il faut là aussi regarder la situation telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et donc si on veut traiter les questions, il faut les traiter avec la réalité et non pas avec ce qu'on aimerait. J'aime ou j'aime pas le prénom breton d'Erchen refusé par l'état civil. Après le tilde de Fange qui posait problème, là c'est l'apostrophe. Je trouve ça incroyable et je déteste. Vous pensez comme Nathalie Appéré que l'unité de la République ne peut pas se dissoudre dans une apostrophe? C'est un peu ça? C'est un peu ça. Belle formule. Belle formule, oui. J'aime ou j'aime pas les 1 an de l'expérimentation territoire zéro chômeur sur le territoire du Méné qui a fêté l'embauche de son 58e salarié. C'est ça aujourd'hui l'avenir pour combattre le chômage? Oui, je pense beaucoup plus que les annonces, les invitations d'Emmanuel Macron. La preuve, à Versailles, il annonce 2500 créations d'emplois et le même jour, on apprend que Carrefour va Toyota annonce la création de 700 CDI. Oui, on verra. Moi, j'ai fait un petit pamphlet là-dessus, d'ailleurs, je connais. Mais non, je pense qu'effectivement, les territoires, et y compris dans le projet européen, les territoires doivent reprendre leur place. Enfin, le dernier J'aime ou j'aime pas. Alors que le projet était bien avancé, l'abandon de la candidature française à l'Expo universelle de 2025, le Morbihan aurait pu être la vitrine, vitrine mondiale des océans, puisqu'elle était candidate pour décentraliser l'Expo universelle. Oui, c'est dommage, c'est vrai, mais en même temps, il y a peut-être d'autres priorités. Justifié par la rigueur budgétaire. Là, la rigueur budgétaire, on l'applique. Je dis pas, mais moi je ne suis pas pour la rigueur budgétaire. Mais parfois, il faut choisir ses priorités. Oui. Allez, la suite de l'émission, on va encore bouger, on va rejoindre la table centrale de Dimanche en politique pour notre débat de la semaine. Voilà, débat qui portera cette semaine sur la politique migratoire de la France, avec en toile de fond cette question sur ce dossier. Emmanuel Macron est-il devenu en la matière un père fouettard? Pour débattre avec vous, Isabelle Thomas, on accueille Laurence Maillard-Meignery. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans la discussion, on va poser les choses. Nous sommes allés il y a quelques jours à Langourla, petite commune de 500 habitants, nichée au cœur des Côtes d'Armor. Ici, un centre d'accueil pour migrants d'une 40aine de places pourrait voir le jour d'ici cet été. La municipalité l'installerait dans une ancienne maison de retraite, projet qui suscite une polémique. Regardez. Alors je vais vous présenter un studio qui présente donc un coin kitchenette,
Voici un des 24 logements qui ont accueilli pendant 2 décennies des personnes âgées et qui pourraient dès l'été prochain héberger des demandeurs d'asile. Désaffecté depuis 2014, ce bâtiment intéresse en effet l'association AMICEP, spécialisée dans l'accompagnement administratif et social de ces populations migrantes. Mais quand le maire de Langourla a évoqué cette perspective lors de ses vœux aux administrés, les réactions ont été plutôt hostiles, d'autant que le site jouxte l'école publique. Ce sont des gens qui ont déjà été triés, je dirais entre guillemets, au niveau national, et c'est des gens qui aujourd'hui sont en attente de leur droit d'asile ou de leur titre de séjour sur le territoire. Donc voilà, ce sont ni des terroristes ni des délinquants, ce sont des gens comme vous et moi. Depuis, le sujet anime les conversations, notamment dans l'un des bars du village, qui affiche pourtant son goût de l'exotisme. C'est un projet qui tombe comme ça du ciel, sans explication. Il aurait peut-être mieux valu commencer par les explications. Je vois pas pourquoi ça pourrait nous effrayer. Ça peut être bien pour la commune, je pense, pour faire vivre les commerces, etc. Faire vivre ce bourg de 530 habitants et surtout redonner une fonction à ce site que la commune nouvelle du Méné a acheté pour sauvegarder les capacités d'accueil des personnes âgées sur le territoire. Malheureusement, les projets engagés jusque-là ont tous échoué, d'où l'engouement des élus pour cette opportunité. Le dernier mot restera au préfet. Il n'est pas certain que le préfet soit d'accord avec cette possibilité de faire venir des gens ici. Le vote du conseil municipal n'interviendra que le 8 février. Alors on le voit bien dans cet exemple, l'avis de la population est très contrasté. Je questionne les 2 élus aujourd'hui. Est-ce que dans ce genre de dossier, l'accueil des migrants, il faut obligatoirement passer par la consultation de la population et la mise en place, par exemple, d'un référendum local? Dans manière Ménury. Sans aller au référendum local, on connaît les situations, pour celles que je connais mieux en Ille-et-Vilaine, quand les associations agréées par l'État, en l'occurrence l'équivalent de la MICEP, c'est Coalien en Ille-et-Vilaine, l'organisation des CADA, donc des centres d'accueil d'hébergement des demandeurs d'asile, se passe très bien. En fait, il y a le besoin de concertation, une volonté politique d'abord, ça c'est inévitablement le maire qui doit être acteur de cet accueil, et quand la concertation a lieu, l'explication sur les profils des personnes accueillies et rassurer la population, parce qu'un CADA, c'est aussi très encadré, avec les associations qui accompagnent les demandeurs d'asile dans un temps donné et qui assurent aussi une partie de leur intégration. Donnons-nous la chance d'expérimenter l'accueil des migrants, c'est un peu ce que vous dites. On fait plus qu'expérimenter, on le fait déjà. Dans un certain nombre de communes, effectivement, il y a eu des réactions de la population locale. Aujourd'hui, tout le monde considère que c'est normal de les accueillir. Et les choses se sont extrêmement bien passées. Je voudrais rassurer la population de la commune, parce qu'on a eu exactement la même chose à Cancale, dans une commune de 5000 habitants, où il y a eu aussi, dès que l'annonce a été faite, des gens très agités qui ont commencé à brandir la peur de la délinquance, du terrorisme, que sais-je encore. Et puis, le maire a ouvert le débat. Et puis, finalement, on s'est rendu compte de quoi ? Que la population, la plupart des citoyens, étaient beaucoup plus en faveur de l'accueil que contre, et qu'il y avait une poignée d'agités finalement qui résistaient. Ça se passe bien dans certaines communes, ça se passe un peu moins bien dans une ville comme Rennes. Regardez le cas de la délinquance générée par les mineurs isolés. C'est un vrai problème qui existe aujourd'hui. Oui, mais justement, peut-être que les conditions d'accueil ne sont pas exactement les mêmes. Et là, quand justement la population est concertée, quand il y a des associations, des citoyens qui prennent en charge l'alphabétisation, les associations qui font du sport avec les migrants, etc., ça se passe très bien. Un chiffre, en Bretagne, 2832 places d'accueil. En un an, entre 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 40%. Concrètement, est-ce que la Bretagne doit faire plus dans l'accueil des migrants par rapport à d'autres régions ? Est-ce qu'elle peut faire plus ou est-ce qu'elle peut faire moins? La question, c'est est-ce qu'elle peut faire mieux? C'est tout l'enjeu du débat actuel. Mais c'est faire mieux en termes d'accueil, mieux en termes d'hébergement et mieux en termes d'intégration quand elle intègre. Donc voilà, on fait face aussi à une situation qui est complexe et qui se recentralise à Rennes, puisque c'est le premier accueil est désormais à Rennes. Donc il faut que les services de l'État accompagnent. Et ça,
il y a une forme d'embolie aussi au niveau des services et du traitement des demandes. Voilà, ça reste une échelle tout à fait on va parler de la circulaire acceptable. Oui, mais justement, ça représente quand même 0,1% de la population bretonne. Donc je pense qu'on peut faire mieux. Et de toute façon, la France aujourd'hui n'est pas à la hauteur de l'accueil des réfugiés. On va en parler après. Par rapport aux autres pays européens, on va en parler. On va en parler justement. Un mot sur la circulaire Coulomb, justement, qui prend en compte cette situation. Il y a un double objectif. Mieux accueillir, on va dire, les demandeurs d'asile. L'État va faciliter, par exemple, l'accès aux repas d'urgence, va raccourcir les délais d'instruction des dossiers de moitié, va renforcer aussi l'apprentissage du français, la formation professionnelle. Benoît Hamon parle aujourd'hui de politique du gouvernement infâme et injuste et oui, en fait, il y a deux choses. Il y a le projet de loi dont vous parlez, qui, sous couvert de réduire les procédures, en réalité diminue le droit de recours finalement des migrants. Donc c'est pas exactement ce que j'appellerais une amélioration. Et par contre, surtout peut-être, il augmente la possibilité du temps de rétention dans les camps de rétention. Dans les centres de rétention. Quand on sait ce que ça représente, c'est pas forcément. Quant à la circulaire. La réponse de Laurence Maillard. Oui, mais puisque vous parliez de la circulaire Coulomb, je signale juste qu'elle trie les gens dans les centres d'hébergement et elle propose d'avoir un suivi administratif dans les centres d'hébergement d'urgence, alors que c'est complètement contraire au principe de l'hébergement d'urgence. D'ailleurs, La réponse de Laurence Maillard-Meignery. Sur le projet de loi Asile-Immigration dont vous parliez, c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est de mieux accueillir et de donner toute sa Non, mais les centres vont devenir des gares de triage. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mieux accueillir, donc de réduire les délais d'attente. C'est plus que la moitié. En général, c'est 12 à 14 mois pour les traitements de demande d'asile et les recours qui vont avec. Disons que là, on essaie de passer à 6 mois pour fluidifier aussi. Mieux accueillir, c'est-à-dire accueillir dans des conditions, héberger les personnes, les intégrer. Et le projet de loi, il ne fait pas que réduire le délai d'attente, c'est aussi un certain nombre de mesures très intéressantes pour l'intégration des demandes, de ceux qui l'apprentissage du français, la formation professionnelle. Voilà, formation professionnelle. Ça, c'est un plus, non, Isabelle Thomas Un passeport santé, c'est très important. Toutes les associations le demandent. Le passeport santé, c'est essentiel. S'il y a des moyens budgétaires. Les moyens vont être discutés au Parlement, à l'Assemblée nationale, et c'est tout l'enjeu de la discussion qui va être menée au printemps prochain. Je voudrais justement qu'on commente un chiffre, celui d'un rapport de la Cour des comptes qui estime à seulement 4% des déboutés aujourd'hui sont expulsés. Donc se pose aujourd'hui aussi l'efficacité de la reconduite à la frontière, non, Isabelle Thomas? Moi, je ne sais pas si... On a le droit Est-ce que l'efficacité est un gros mot dans la politique d'immigration? Ceux qui n'ont pas... D'abord, il y a plusieurs questions qui se posent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le droit d'asile, suivant les règles du droit d'asile, qu'on doit être conduit à la frontière automatiquement. Justement, une loi sur l'immigration, ce que n'est pas la loi aujourd'hui, devrait réfléchir à ce que pourrait être l'émigration. Et ça, on pourrait aussi le faire au niveau européen, pardon de le dire, mais il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. C'est les réfugiés, avec le statut OFPRA particulier, et puis il y a l'immigration en général. Donc, premièrement, distinguons. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas le statut OFPRA qu'on doit être conduit à la frontière. Enfin, je veux dire, c'est pas... Néanmoins, quand on ne l'a pas, on se retrouve dans une situation irrégulière. Et c'est bien la difficulté de gens qui se retrouvent dans un no man's land sans droit, avec des difficultés, évidemment, de tous bords. Sans parler des familles, sans parler des enfants. On a vu des situations à Rennes qui est extrêmement compliquées à gérer. Alors, vous avez parlé de l'Europe, et justement, on se rappelle, il y a quelques mois, Emmanuel Macron applaudissait des deux mains la décision d'Angela Merkel d'accueillir des milliers et des milliers de réfugiés en Allemagne. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec... il y a un petit serrage de vis, non, au niveau de la politique gouvernementale. Est-ce qu'il a changé d'avis sur la manière d'aborder la question migratoire? Emmanuel Macron, le président de la République. Je pense qu'il n'a jamais changé d'objectif, puisque son engagement présidentiel, c'était, et ça demeure, réduire les délais d'attente, mieux intégrer, mieux accueillir. Ça n'a pas changé par rapport aux engagements. En revanche, ce qui est vrai, c'est le niveau d'acceptabilité, c'est le problème et la question que vous souleviez. Il faut que le pacte républicain soit respecté, que l'asile inconditionnel en France soit bien respecté aussi, c'est nos valeurs républicaines. Pour autant, il faut aussi travailler avec les États membres, les pays tiers de l'Union européenne, pacifier les zones méditerranéennes, d'où viennent aussi un certain nombre de migratoires. Mais justement, on va voir les chiffres sur les relocalisations, sur la part de la France justement dans cette relocalisation. Vilain mot concernant l'accueil des migrants. On voit que par rapport aux pays du Nord et par rapport à l'Allemagne, la France
voilà, n'est pas non plus très, on va dire, très généreuse. C'est le constat que vous faites? Clairement, mais au-delà de la générosité, il y a un engagement. Cet engagement porté sur 30 000 relocalisations. Il sera tenu. Il est déjà pas à la fin 2017, il n'est déjà pas tenu. Bon, mais surtout, je crois que c'est le discours qui ne change pas. C'est ça qui me meurtrit le plus. C'est-à-dire que on se pose la question d'abord de comment on va refuser finalement les migrants, au lieu de se dire on est quoi? On est des barbares ou on est des gens civilisés? On est la France, une des premières puissances du monde, ou on est un pays pauvre? Et donc, on devrait commencer par dire oui, on tend la main et on accueille ces gens qui fuient la guerre, qui fuient la souffrance, qui fuient le désespoir. D'abord, donc, régularisation collective de tous les sans-papiers, par exemple? Non, pas forcément. Non. C'est pas ce que je dis. Mais on essaye de trouver des solutions, y compris avec nos partenaires européens. Et on respecte nos engagements au niveau européen. Laurence Maillard-Meillery, pour conclure. Ce qui est important, c'est de redonner à l'asile toute sa force, puisque c'est une protection importante que l'État français... On va relire la fameuse phrase de Michel Rocard, prononcée en 1989. « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile, mais pas plus. » C'est le constat que vous faites, c'est ce que vous voulez. La France a toujours été une terre d'asile. Il n'est pas question de changer. En revanche, il faut travailler au niveau européen pour une politique d'asile et d'immigration plus cohérente. Il faut travailler aux frontières de l'Union européenne. On ne peut pas nier une situation qui est difficile et qu'il faut endiguer et qu'il faut créer les conditions d'accueil les meilleures qui soient et créer les conditions d'intégration les meilleures possibles. Merci. Pour conclure rapidement. Pour conclure, moi, ça m'énerve un petit peu ce double discours permanent. C'est-à-dire, d'un côté, on fait les grands discours à la Sorbonne sur l'Europe, et de l'autre, j'attends de voir avec impatience ce qui va être la position du Conseil, de la France au Conseil sur les accords de Dublin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, c'est l'Italie qui accueille 500 millions de migrants, et la Grèce. Et nous, on est là avec nos 4000... accueil, je trouve que c'est franchement ridicule. Merci Laurence Maillard-Meillery d'avoir répondu à notre invitation. On va conclure Dimanche en politique avec notre dernière séquence intitulée « Et demain ». Et demain, y a-t-il une vie après la vie politique, justement? C'est la question qu'on pose toutes les semaines à nos invités. Tout cela illustré avec le dessin de Loïc Schwartz, que l'on va découvrir tout de suite. Voilà, il vous a mis dans la peau d'une zadiste, bien accrochée aux portes du Parlement. Voilà, en clair, pour vous dire, vous partez pour un 3e mandat de député européen, Isabelle Thomas? Écoutez, je n'en sais rien du tout. D'abord, est-ce que vous avez envie? D'abord, il faut, oui, j'ai envie. Oui, ce dont j'ai envie, d'abord, c'est de finir celui-ci. Parce que, mine de rien, il y a encore presque 1 an et demi de mandat, que j'ai le rapport sur le cadre financier pluriannuel. Donc, vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous avez envie, donc un 3e mandat? Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et pourquoi pas un retour sur la scène nationale? La mairie de Saint-Malo, il y a les municipales dans 2 ans, par exemple? Vraiment, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Je vous dis, j'ai le cadre financier pluriannuel dont je suis rapporteur. J'espère avoir le rapport contrôle des pêches. Merci. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci Isabelle Thomas d'avoir répondu à notre invitation. La semaine prochaine, nous recevrons le député La République En Marche du Morbihan, Paul Molac. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Passez tous un excellent dimanche.